Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Made in DRC. Aujourd'hui, nous revenons avec une deuxième vidéo dans la même lignée que celle qu'on a faite il n'y a pas très longtemps par rapport à l'investissement dans la terre en RDC. Vous avez été nombreux à avoir apprécié la première vidéo, donc je me suis dit pourquoi ne pas revenir avec une seconde vidéo qui va se présenter sous forme d'interview. Donc je vais interviewer mon collègue qui nous a fait visiter son exploitation agricole. Et donc j'avais une série de questions que vous m'aviez posées inbox, mais également des questions que j'ai sélectionnées de moi-même pour les lui poser. Et donc il nous a fait le plaisir de nous accueillir et de répondre à nos questions. Alors qu'est-ce que vous allez voir tout au long de cette vidéo? En gros, j'ai posé des questions autour de l'agriculture. Est-ce qu'on peut vivre par exemple de l'agriculture à Kinshasa? Est-ce que lorsqu'on veut entreprendre, est-ce qu'on doit continuer à travailler quand même à côté? Est-ce que on peut entreprendre à distance et réussir? Est-ce qu'on doit confier la gestion de son business à sa famille? Est-ce que c'est sûr lorsqu'on est à distance de faire ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des stratégies à adopter pour un business à Kinshasa? Qu'est-ce qu'il en est des climats des affaires? Donc ça, c'est plus ou moins les questions que je lui ai posées, mais il y a plus de questions encore. Donc si cela vous intéresse, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Donc bonjour. Alors, Monsieur K, je ne sais pas comment est-ce que je dois t'appeler. Bonjour, monsieur tout simplement. Monsieur tout simplement. Alors, c'est Made in DRC. Donc, merci de me faire l'honneur d'être présent sur cette plateforme. Est-ce que tu es content à l'idée de te prêter au jeu, à l'exercice de l'interview? Oui, ça va, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Y aller. Voilà. Donc, je voulais juste rappeler par rapport à la dernière vidéo qu'on a faite dans ton exploitation agricole, j'ai eu plusieurs retours et donc il y a eu encore des questions et donc c'est des questions que je vais te poser aujourd'hui et on va essayer d'avoir des réponses par rapport à ces questions-là. Est-ce que tu es content à cette idée? Ça va. Ça va? Il n'y a pas de problème. Ok, super. Alors, la première question, c'était de savoir pourquoi est-ce que tu as fait le choix d'entreprendre dans l'agroalimentaire. Est-ce que tu avais estimé que c'était le business le plus simple? Quand tu es venu au Congo, pourquoi tu as fait ce choix en premier? C'est comme... merci d'abord merci pour la question. C'est comme j'avais dit dans les premières vidéos, que c'est quelque chose qui était en moi. C'est quelque chose que j'avais toujours voulu faire. Ouais. Ce n'est pas parce que c'est une activité simple. Je voudrais dire que ce n'est pas simple. C'est pas simple du tout d'ailleurs. Parce que je suis déjà engagé dans ça. Et c'est une activité qui demande beaucoup. Qui demande beaucoup de quoi? d'énergie. Beaucoup d'énergie, de l'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup de ressources. Beaucoup de ressources, beaucoup de temps. Mais c'est quelque chose qui était dans mon cœur. Parce que quand on est dans l'agriculture, on contribue à l'élimination de la pauvreté. D'accord, ok. Quand on est dans l'agriculture, on nourrit le peuple. C'est d'abord ça qui t'a conduit, voilà, c'était d'abord ça qui était quelque chose dans moi. D'accord. Parce qu'ayant vécu à l'étranger, voyant comment l'agriculture a aidé les autres pays à se développer, nous nous sommes dit pourquoi nous devons continuer à importer de l'étranger alors que nous pouvons produire au Congo. Localement. Et c'est ce qui nous a poussé à dire allons-y dans l'agriculture et faisons un effort pour aider les Congolais à importer de moins en moins les produits agricoles. Donc c'est comme ça que nous nous sommes dit allons dans l'agriculture. Parce qu'il est vrai qu'il y a des Congolais qui se lancent dans les mines. Oui. Il y a des Congolais qui se lancent. Et ça rapporte plus. Ça rapporte plus. Nous nous sommes dit, allons dans l'agriculture, parce qu'il n'y a pas assez de Congolais qui sont dans l'agriculture. C'est ça, c'est ça.
il n'y a même pas assez d'étrangers qui sont dans l'agriculture. Donc c'est une activité qui est, disons, un peu oubliée. Et d'ailleurs, je veux juste rajouter une anecdote. Souvent, quand on parle d'agriculture, on parle de la revanche de la terre sur le sous-sol. Oui. Parce que pendant très longtemps, on a considéré que les sous-sols, c'est-à-dire les minerais et tout ça, mais on a complètement méprisé, déconsidéré la terre. C'est tout et à donc, fait c'est correct. comme une vengeance maintenant de la terre sous C'est tout à fait correct. le sous-sol. Au Congo, particulièrement, c'est une activité qui est marginalisée et oubliée. D'accord. Bon, il faut aussi comprendre que ça ne rapporte pas beaucoup. Ça demande beaucoup et ça ne rapporte pas beaucoup. Alors, il faut, pour entrer dans cette activité, avoir beaucoup de bonne volonté et l'amour pour les pays. D'accord. Parce que quand on est dans les mines, bon, c'est vrai qu'on a l'amour pour le pays, mais ça rapporte beaucoup. Mais avec l'agriculture, ça ne rapporte pas beaucoup. D'accord, ok. Oui, ça Ça me ramène à la deuxième question justement. Est-ce que ton objectif sur le long terme est de pouvoir vivre de cette activité? Est-ce que tu penses que ceux qui nous regardent sur Internet peuvent aspirer à cela, hein? Est-ce que l'agriculture au Congo, on peut en vivre ou ça reste une activité, comme on dit en anglais, side hustle? Est-ce que c'est juste un truc à faire à côté? Est-ce que vraiment les personnes peuvent se projeter dans ça et se dire je vais entreprendre dans l'agriculture et je vais en vivre? Bon, il y a deux manières de voir la chose. Si vous voulez faire une agriculture pour vivre de cela, il faut aller, disons, semi-industriel ou à l'industriel. Donc, si vous faites une agriculture substantielle, comme ça s'est fait dans la plupart des cas ici au Congo, ça va être difficile pour vivre avec l'agriculture. Comme j'ai dit, ça ne rapporte pas Ça ne beaucoup. rapporte pas beaucoup. Mais si vous mettez des moyens, vous utilisez des engins, vous cultivez à grande échelle, ça va vous permettre de vivre avec. Parce que même si ça ne rapporte pas beaucoup, et parce que c'est à grande échelle, À grande échelle, ça pourra quand même vous donner quelque chose. Oui. Oui, parce qu'on connaît quand même localement des entreprises, je pense à Daipen par exemple, hein, je crois que ça a été repris par des juifs, je crois, et vraiment on voit qu'ils distribuent dans les supermarchés, ils font de la viande, hein, du poulet, et bon, à mon avis, ils arrivent à en vivre, hein, parce qu'on voit leurs produits partout, un peu partout. Oui. Et donc c'est quoi la différence? Pourquoi est-ce que certains arrivent à scaler et à produire à échelle industrielle et d'autres se limitent, voilà, à une échelle... C'est comme je venais de le dire. L'agriculture demande beaucoup en termes de moyens, de temps, de ressources. Si vous en avez, vous pouvez produire à grande échelle. Sinon, ça va vraiment être quelque chose de substantiel à petite échelle, juste pour subvenir aux besoins d'une famille, aux besoins les plus basiques d'une famille. Mais comme l'exemple que vous venez de donner de Daipen, si Daipen arrive à réussir, c'est parce qu'ils ont mis des moyens. C'est ça. Ils ont mis Et des dans moyens. les moyens, excuse-moi, dans les moyens, est-ce qu'il n'y a que des moyens financiers? Est-ce qu'il n'y a pas aussi la connaissance, par exemple? Quand est-ce qu'il faut cultiver? Quand est-ce qu'il ne faut pas cultiver? Des choses comme ça. Dans les moyens, il y a tout ça. Il y a L'information. l'information, il y a la formation, Formation. il y a les finances. Donc, il y a tout ça qui forme les moyens. Alors, pour recevoir l'information, il faut de l'argent. Pour être formé, il faut de l'argent. Pour former ceux qui travaillent avec vous, il faut de l'argent. Pour chercher des ressources en termes de ressources humaines, il faut de l'argent. Il faut chercher ces gens-là, ils ne sont pas nombreux. Donc tout ça, ce sont des moyens. Il faut, comme je venais de le dire, avoir de l'amour pour le pays, pour rentrer dans l'agriculture. D'accord. Et donc, les personnes qui nous regardent, tu leur conseilles quoi exactement? S'ils veulent vivre de l'agriculture, il faut qu'ils ils mettent les moyens donc, pour avoir voilà, la connaissance, les finances, pour entreprendre dans l'agriculture. Il faut qu'ils restent suffisamment là où ils sont, qu'ils constituent, enfin qu'ils rassemblent tous les moyens pour pouvoir venir et entreprendre.
Bon. Ou est-ce qu'ils peuvent carrément venir directement, commencer avec ce qu'ils ont et voir par la suite Vous savez, quand un enfant naît, il ne naît pas monsieur. Il naît bébé et il grandit. J'ai toujours dit aux gens, s'ils veulent investir, surtout au Congo, et dans n'importe quelle activité, en particulier l'agriculture, il faut d'abord commencer par venir. Venir voir. Si il faut d'abord commencer par acheter un terrain, c'est ça qu'il faut le faire. Même si on n'a pas les moyens pour acheter des tracteurs, on peut d'abord commencer par acheter un terrain. Les autres histoires, ça peut venir. On peut trouver un prêt. Il y a la FPI par exemple qui octroie les prêts. Et on peut trouver un prêt pour commencer. On peut avoir des ressources limitées. On commence d'abord par ça. Et on s'organise petit à petit pour aller de l'avant. S'il faut attendre à ce qu'on puisse devenir riche ou millionnaire pour commencer l'agriculture, on ne le fera pas. Je comprends. En tout cas, quelqu'un qui voudrait venir en RDC, est-ce que tu conseilles à cette personne d'avoir au moins une entrée d'argent régulière et d'entreprendre du coup à côté peut-être une activité agricole pour ne pas manquer d'argent? Parce que souvent on entend des gens tout laisser tomber. Je vais me lancer dans l'agriculture, je vais pouvoir en vivre, mais là, on comprend que c'est quelque chose qui prend du temps. Ça peut prendre du temps d'avoir la connaissance, d'avoir les ressources. Est-ce que tu conseilles du coup aux personnes de la diaspora, en venant, d'avoir déjà une entrée d'argent sûre tous les mois, même s'ils ont une activité qu'ils démarrent à côté? Merci pour la question, c'est une question très importante. Je vais dire à tous ceux qui veulent venir au Congo, qui sont de la diaspora, vous ne connaissez pas les terrains dans lesquels vous voulez vous engager. C'est très prudent en vous engageant à n'importe quelle activité ici au Congo d'avoir une ressource à côté qui pourra vous permettre d'aller de l'avant, de commencer quelque chose jusqu'à ce que vous puissiez être en mesure de vous nourrir de cette activité-là. C'est à ce moment-là que vous pouvez laisser l'activité d'à côté et puis commencer votre activité qui vous touche au cœur. Si vous vous dites, j'abandonne tout, je me lance, disons par exemple dans l'agriculture, ça va être compliqué, ça va être difficile. En fait, l'activité que vous faites à côté pourra même vous aider à avoir les capacités de faire ce qui vous tient au cœur, qui vous tient au cœur comme l'agriculture, comme je l'ai fait. C'est parce que j'ai quelque chose à côté. C'est ce qui m'aide à faire ce qui me tient au cœur. Donc c'est très important de ne pas tout abandonner, d'avoir quelque chose à côté et en sus de cela, commencer quelque chose qui vous tient au cœur. D'accord, donc on ne vient pas comme ça au Congo à l'aventure et on n'est pas naïf non plus en venant en espérant que d'un claquement de doigts tout va nous tomber du ciel. Bon, on peut venir au Congo à l'aventure si on s'est préparé suffisamment bien. C'est ça. Si on s'est préparé suffisamment bien, on peut venir et commencer quelque chose parce qu'on a déjà un matelas bien garni, on se dit dans 3 ans, 5 ans, je peux faire quelque chose avec ce que j'ai. Mais pour ceux qui n'ont rien, mais qui veulent faire quelque chose, nous leur disons, faites un effort d'avoir quelque chose, une activité à côté, en sus de ce que vous voulez faire. Ou l'activité que vous aviez avant, ne l'abandonnez pas encore. Gardez cela, rentrez dans une autre activité. Aussitôt que vous vous sentez à l'aise, et l'activité, c'est comme un enfant qui naît, vous voulez lui demander de sprinter, il ne va pas le faire. Vous devez d'abord le nourrir, donner à manger, jusqu'à ce qu'il grandisse. À un moment, vous pouvez dire, ok, il a 5 ans, il a 10 ans, il peut rester avec ses frères, moi je peux voyager. Mais quand il a 1 année, 2 ans, vous voyagez avec l'enfant. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Alors, merci beaucoup pour ta réponse. Alors, quand tu dis qu'il ne faut pas laisser tomber son activité, donc il faut un peu mener les deux de pair, moi je pense à ces personnes qui sont dans la diaspora et qui ne peuvent pas se déplacer. Leur activité, c'est d'aller dans un travail et de rentrer chez eux. Mais en même temps, ils ont ce projet, ce désir d'entreprendre au Congo. Est-ce que tu penses que c'est viable l'entrepreneuriat à distance ?
on voit de plus en plus de personnes qui vivent dans la diaspora, ils travaillent là-bas, ils viennent de temps en temps ici, ils font des allers-retours. Première année, ils achètent le terrain, après ils vont acheter l'appareillage, après et tout ça. Donc, est-ce que tu penses que c'est vraiment faisable, en tout cas dans l'activité agricole? Est-ce qu'on peut déléguer? Est-ce que c'est sûr? Qu'est-ce qu'il faut faire? En tout cas, pour être sincère avec vous, quand on est dans la diaspora et qu'on travaille, on se contente de son salaire de la fin du mois, c'est difficile d'investir au Congo. D'accord. Et je voudrais être sincère avec vous. Notre peuple n'a pas encore compris la notion d'assister les autres. Je voudrais dire ainsi. Oui, vous pouvez faire confiance à votre oncle, à votre tante, mais le niveau de vie de la population fera assez que vous ne puissiez pas avancer parce que votre oncle, votre tante, à un moment donné, aura utilisé cet argent que vous lui donnez pour investir, pour vivre avec à autre chose. Donc c'est difficile, mais je ne dis pas que c'est impossible. Je dis que c'est difficile, c'est vraiment difficile de faire des activités à distance. Si Dieu vous bénit avec quelqu'un de confiance, alors sentez-vous heureux, sentez-vous à l'aise de faire des activités à distance. Mais s'il est toujours important, même quand vous faites des activités à distance, de temps en temps, venir vérifier ce que vous faites. À quelle récurrence il faudrait venir? Par exemple, pour une activité agricole, en une année, il faudrait venir combien de fois par an? Je vais donner l'exemple du manioc. Si vous avez, disons, vous avez 1 hectare ou 2 hectares de manioc, je vous conseillerais de venir, parce que le manioc fait environ une année. De la plantation à la récolte. Vous venez au moment de la plantation. Ça dépend de la taille. Donc, disons 1 hectare, on peut le faire en moins d'une semaine. Donc, vous avez moins d'une semaine pour voir comment est-ce que la plantation a été faite. Une fois qu'on est planté, on peut partir. Parce que ça va grandir de soi. La pluie va tomber, ça va croître. Mais il y a un problème, je m'excuse. Il faut commencer à sarcler les maniocs. Bon, quand il pleut trop, les feuilles, les mauvaises herbes poussent très vite. Ça peut empêcher la croissance normale des tiges de manioc. Alors vous pouvez vous dire peut-être après 3 semaines, après 2 mois ou 3 mois, j'envoie de l'argent pour le sarclage. Le prix est connu. Souvent, les mamans qui font le sarclage, ils font ça au prix d'1 hectare du tracteur. Donc, ça veut dire que vous connaissez du moins combien vous envoyez pour le sarclage. On va vous dire 1 hectare avec la ration, c'est autant. Revenez après 6 mois pour voir l'évolution de votre plantation. Donc, du 1er mois au 6e mois, vous avez quand même eu les moyens de vous préparer pour revenir après 6 mois. Vous regardez, vous voyez l'évolution de votre plantation, vous voyez si on ne faisait jamais le sarclage, vous saurez que sur cette terre ou sur cette plantation, on n'a jamais fait de sarclage. Parce que la taille des herbes vous dira quelque chose. Mais si ils ont quand même fait le sarclage, vous saurez qu'ils ont quand même fait le sarclage. Même quand vous revenez, vous trouvez qu'il y a des herbes, vous saurez quand même qu'ils ont fait le sarclage. Revenez après 6 mois, voyez votre plantation, posez des questions, préparez-vous pour la récolte, parce que la récolte se fera dans une année. Quand vous rentrez, continuez à travailler, vous revenez après une année pour la récolte. Est-ce que tu conseilles du coup que les personnes qui sont dans l'agriculture choisissent soient stratégiques dans le choix des produits agricoles dans lesquels ils investissent? Par exemple, le manioc, j'imagine que ça nécessite moins de présence, moins d'entretien. Est-ce que c'est ce que tu préconises? Est-ce qu'il faut être stratégique quand on est à distance de planter par exemple des plantes qui ne nécessitent pas beaucoup d'entretien? Bon, dans tout ce que nous faisons, il faut toujours une stratégie pour réussir.
Quand on n'a pas de stratégie, c'est facile d'échouer. C'est ça. Même dans l'agriculture, surtout pour ceux-là qui sont à distance, ils doivent mettre en place une stratégie pour réussir dans leurs activités ou dans leurs investissements. C'est comme je viens de le dire là, quelqu'un qui est en Europe, il veut investir au Congo, il ne peut pas investir dans les arachides par exemple. Ah, ok. Parce que les arachides, c'est 3 mois. C'est tous les 3 mois qu'il y a la récolte. D'accord. Ok. Si vous avez... question de bon sens. Voilà, question de bon sens. Si vous avez du temps, vous savez que dans 3 mois, je peux revenir. D'accord. Revenez dans 3 mois. Le maïs, ça fait aussi 3 mois. Revenez dans 3 mois. On va planter le premier mois. Au milieu, vous faites sarcler les arachides. Et après 3 mois, vous revenez lors de la récolte. Ok. C'est simple. Vous vendez vos arachides, vous voyez comment ça se vend. Et puis, vous faites autre chose avec cet argent-là où vous achetez d'autres produits pour planter. Mais s'il faut prendre par exemple les haricots, il y a des haricots, ça c'est moins de 3 mois. Donc ça, peut-être ça peut nécessiter votre présence ici à Kinshasa. D'accord, ok. Donc il faut être stratégique et savoir quoi choisir par rapport à ce qu'on fait. Exactement. Si je travaille, je suis un salarié, je ne peux pas demander des vacances après 3 mois, 2 mois. Je plante par exemple les cassava ou le manioc qui va faire une année. D'accord. Du moins, je peux me décider de ne pas venir après 6 mois parce que j'ai confiance à la personne qui m'assiste et venir lors de la plantation et la récolte. C'est ça. Donc ça me fait une année. Et je peux bien demander un congé dans une année, aller et revenir. Oui, sachant qu'on a le terrain et lorsque la personne sera prête à véritablement venir au Congo, elle pourra toujours planter tout ce qu'elle veut quand elle sera au Congo. Mais tant qu'elle est à distance, il faut qu'elle soit stratégique dans les choix. Même quand on est au Congo, on doit toujours être stratégique. C'est vrai. Parce que c'est bien, c'est vrai que nous vivons dans une zone tropicale. Mais la façon dont le pays est structuré, on ne plante pas tout au même endroit et au même moment. Donc cette stratégie-là demeure. Je vais vous donner un exemple. Les haricots se plantent vers la fin de la saison des pluies. D'accord. Donc, quand nous tendons vers mars, avril, nous tendons vers mai, c'est à ce moment-là qu'on commence à planter les haricots. Donc si vous voulez avoir des haricots qui sont bons, ne plantez pas au mois de février. D'accord. Par exemple. Donc même quand vous êtes ici, il faut être stratégique, savoir quand planter quoi pour que... Et ça, justement, je pense que ça rentre dans ce qu'on a dit en commençant l'interview, c'est l'accès à la connaissance. C'est ça. J'ai l'impression que les business qui ne scalent pas, c'est souvent les gens qui n'ont pas la connaissance, qui vont planter n'importe quoi à n'importe quel moment, et du coup, ça ne fonctionne pas. Exactement. Et donc, il faut bien se renseigner, donc non seulement sur le terrain, mais également sur les cultures, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et à quelle saison planter. Et c'est comme ça que dans les premières vidéos que j'ai faites, j'ai demandé à ceux qui veulent venir s'aventurer dans l'agriculture d'être accompagnés par un agronome. Parce que les agronomes, ils connaissent. Surtout quand vous n'avez aucune connaissance dans l'agriculture, ne s'aventurez pas parce que vous avez intérêt. C'est vraiment important d'être accompagné par un agronome. L'agronome va vous dire quand planter quoi et où les planter. C'est ça. Je vais donner un exemple. Nous avons, par exemple, les légumes. Vous ne pouvez pas planter les légumes au plateau de Bateke. D'accord. À moins que vous ayez un puits de forage, de l'eau en permanence. Parce que c'est connu pourquoi c'est parce qu'il faut les arroser à tout moment avec l'eau. Vous ne pouvez pas planter et le les tomates. De Bateke, il est sec, il n'y a pas d'eau là-bas. Ils ne vivent que de l'eau de pluie. D'accord. Ce sont des plateaux, des montagnes, des petites montagnes. L'eau, c'est difficile.
avec la régie des eaux qui n'est pas encore arrivée là-bas. Ils ne vivent que de l'eau de pluie et des forages. Donc les produits maraîchers, on ne peut pas les planter au plateau de Bateke. Donc il faut, pour planter les produits maraîchers, avoir de l'eau en permanence. Donc un agronome, si vous dites, ah moi je vais rentrer dans l'agriculture des tomates, l'agronome vous dira, pas au plateau de Bateke. Ou si vous voulez vraiment planter cela au plateau de Bateke, alors plantez ça vers cette période ici. Parce qu'à cette période-là, il y a quand même suffisamment d'eau. Donc il faut faire vraiment une étude sérieuse de l'environnement, une étude environnementale. Exactement. Et l'ingénieur agronome, il a cette connaissance. Il a cette connaissance-là, il va vous dire quand planter quoi et où le planter. Très bien, parfait. Merci beaucoup pour tes réponses précieuses. Est-ce que tu dirais qu'à distance, par exemple, il y a des business qui sont plus rentables ou qui sont plus faciles à faire, comme l'immobilier, par exemple? Est-ce que tu penses qu'une personne qui est à distance, au lieu d'investir d'abord dans la terre, l'immobilier, c'est une bonne alternative pour quelqu'un qui est... Parfait. En fait, c'est le conseil que j'ai toujours donné aux amis de la diaspora, ceux qui ne veulent pas venir ici, ou ceux qui veulent venir, mais ils n'ont pas de temps. Je leur conseille toujours de rentrer dans l'immobilier. D'accord. Achetez-vous un appartement ici. On en avons nombreux. Nous avons beaucoup d'appartements ici qui se vendent. Achetez-vous une maison, mettez des locataires, faites ça comme un guest house. Du moins, on vous paye sur votre compte. On vire l'argent dans votre compte et vous avez contrôle de cet argent-là. Vous pouvez venir à n'importe quel moment, vérifier votre maison, se rassurer que la maison est bien protégée, la maison est bien gardée, et vous continuez à vivre votre vie ailleurs, loin. Et avec cet argent-là, vous pouvez continuer à ajouter des immobiliers ou à faire autre chose. Donc c'est un business par excellence pour ceux qui sont à distance. Mais aussi, il faut avoir des moyens. Oui, il faut avoir des moyens. Parce que ça ne coûte pas moins cher. D'accord. Un appartement ici à Kinshasa, ça peut aller dans des 260 à au moins 250 000 $. D'accord. Un appartement... Et 250 000, est-ce que c'est à la Bombay? C'est pas en centre-ville? Bon, je parle d'une manière générale. Parce qu'on peut trouver quelque chose de... Et je parle bien d'un appartement. Je ne parle pas d'une maison flat. C'est vraiment un appartement. Un appartement. Voilà. Donc, je parle d'une manière générale à Kinshasa. Minimum 250 000 $. Et puis, vous avancez par rapport à la location où vous voulez acheter un appartement. Donc, si vous pouvez avoir déjà 1, 2, 3 appartements à Kinshasa, ça veut dire que c'est déjà $1 million ou plus. Et ça veut dire que vous avez des locataires qui vous payent environ minimum, donc je parle du minimum, $300 par mois. Donc vous pouvez déjà faire le calcul à combien de temps vous allez récupérer vos $1 million que vous investissez. Très intéressant, merci beaucoup. On va passer à un autre sujet. J'ai entendu dire que tu projettes de te lancer dans l'écotourisme. Je ne sais pas si tu souhaites en parler. Alors déjà, nous dire c'est quoi exactement l'écotourisme et est-ce que les téléspectateurs qui nous regardent pourront bientôt venir profiter de ce projet que tu comptes mettre en place? Bon, merci pour la question. C'est un projet que j'ai vu en Asie où les visiteurs allaient visiter des plantations. Mais au milieu des plantations, il y avait des résidences où vous pouvez rester. Intéressant. Voilà. Donc, vous allez dans des champs, vous apprenez comment est-ce que les plantations, comment est-ce que le travail s'est fait dans une plantation. Vous apprenez comment est-ce qu'on élève les poules, comment est-ce que nous obtenons les œufs. Et au même moment, vous passez des moments précieux dans les plantations parce que l'air est frais, vous mangez bio, vous vous détendez.
tout cas, ça a l'air très intéressant. Donc, c'est un peu ça, c'est l'écotourisme que nous sommes en train de parler. Donc, nous cherchons, non seulement quand nous rentrons dans l'agriculture, c'est un projet qui est un projet en long terme, non seulement à faire l'agriculture et s'arrêter là, mais faire profiter de la connaissance de l'agriculture aux citadins. Parce que les villageois, ils en connaissent déjà. D'accord. Mais les citadins, ils ne connaissent pas l'agriculture. Ils savent seulement, j'ai la tomate, je suis allé au supermarché, j'ai trouvé la tomate. Je suis allé au supermarché, j'ai trouvé, je ne sais pas moi. Il y a plusieurs étapes entre la cueillette et puis quand ça se retrouve. Et je vais vous dire une histoire qui est très vraie. J'étais dans un pays, dans la ville, dans ce pays-là. J'étais en train de causer avec une dame. Alors, la dame mangeait les œufs. Je lui pose la question, d'où venaient les œufs? Il dit, les œufs viennent des supermarchés. Je lui dis, non. La poule a pondu ces œufs-là. La femme ayant grandi dans la ville, elle a contesté pour dire non. Oui. Elle a dit non, les œufs viennent des supermarchés. Et ça poussait dans le supermarché? Je ne sais pas, j'ai essayé de l'expliquer, mais écoute. À ce point-là? Mais, et ce n'était pas une petite, c'est une dame, je souligne, c'était une dame. Elle dit non, c'est la poule. Il dit non. La poule chez moi à la maison ne pond pas les œufs. Je dis non. Quand vous allez dans une ferme, vous aurez des poules qui pondent des œufs. On a discuté, je n'ai pas pu répondre. Elle dit que chez elle, elle a une poule qui... Non, il n'a jamais vu de poule. Voilà. Ah là. Donc l'écotourisme, si je comprends bien, c'est aussi une façon de réconcilier le citadin avec le milieu naturel. Avec le milieu naturel. Et qu'il sache, parce que c'est vrai que moi-même, j'étais choquée de voir l'autre jour, quand on était dans ton exploitation, un ananas poussé de terre. C'est ça. Je pensais même qu'il fallait le déterrer, mais après on m'a expliqué que non, ça poussait à l'extérieur. Donc c'est vrai que ça a l'air bête comme ça, mais c'est des choses auxquelles on n'a pas l'habitude. Et puis il faut comprendre les citadins, ils voient les choses leur arriver. Mais derrière, ils ne comprennent pas quel est le processus qui a fait qu'ils aient ce qu'ils ont là. Dans des pays qui sont organisés, vous ne verrez pas de fermes. Ils sont éloignés hors des villes. Même les élevages, c'est hors des villes. Donc, les citadins, ils voient le lait dans un carton. Ils voient le pain dans un supermarché. Mais ils ne savent vraiment pas concilier les laits qu'ils voient et la vache laitière. Donc c'est un peu ça. Ok, bah écoute, c'est très intéressant. Est-ce que c'est pour bientôt? Est-ce qu'on pourra bientôt venir dans tes éco-lodges que tu vas mettre en place? Bon, c'est un projet. C'est un projet pour l'instant. C'est un projet, ça va arriver et quand ça arrivera, tu nous le feras savoir. Nous ferons encore une vidéo, peut-être ce jour-là vous verrez mon visage. Très intéressant, merci beaucoup. Alors on va vers la fin, j'ai une autre question. En ce moment, je remarque quand même qu'il y a beaucoup de chaînes d'hôtels internationales. On a il y a le Pullman Hotel qui est vieux, mais il y a eu le Hilton Hotel, il y a Novotel qui a également ouvert. Et d'ici là, nous aurons Ibis. Alors ça, je ne savais crois pas. que dans 2 ou 3 mois, on aura Ibis. Voilà, donc tu rajoutes un hôtel à ma liste. Et donc il y a aussi beaucoup de magasins qui s'installent à Kinshasa. Est-ce que tu dirais que c'est le signe que le climat des affaires au Congo s'améliore? Est-ce que ça veut dire que c'est le moment de venir investir? Bon, je vais dire un peu des deux. D'accord. Un peu des deux. Parce que investir, on peut investir n'importe où, même... En Ukraine, aujourd'hui, on peut réinvestir. Ah, en temps de guerre. Les Chinois disent qu'on ne peut trouver le poisson que dans l'eau troublante. D'accord, ok. Ou dans l'eau sale, c'est là où on trouve les poissons. Dans l'eau claire, on ne peut pas attraper les poissons. D'accord. Donc il y a toujours une opportunité. Il y a toujours une opportunité, même quand il y a la guerre. D'accord. Donc c'est comme ça que j'ai dit qu'on investit à n'importe quel moment. Mais pour investir, il y a des préalables. Il y a des préalables qui rendent tout investisseur, même celui qui
qui a peur de risquer, de venir investir. Donc, c'est ça ce qu'on appelle l'environnement, l'amélioration du climat d'affaires. Parce que ceux qui vont investir dans des temps de troubles, ce sont des gens qui risquent. Parce qu'ils savent qu'ils ne risquent rien à rien. C'est ça. Et quand on risque dans un pays où il y a la guerre, il y a des troubles, bon, la marge elle est grande, mais on peut aussi perdre. Mais quand le climat d'affaires est amélioré, tout le monde peut venir. Même la personne qui a vraiment perdu